Je vous demande donc d'applaudir, mesdames et messieurs, Thomas Hans. Bonjour, merci de m'accueillir, merci Bernard pour cette présentation. Je voulais aussi remercier Olivia pour son invitation à m'exprimer devant vous et vous présenter notre projet, puis aussi vous remercier, me dit-on, d'attendre ces informations avec beaucoup d'appétit. Donc nous allons parler du Grand Paris en général et du Grand Paris Express en particulier, en commençant tout de suite par ceci. Voilà, je pourrais presque m'arrêter là. Vous avez eu les informations principales en 1 minute sur les chiffres les plus importants du Grand Paris Express. Mais avant ça, je vais quand même vous raconter un petit peu, et aussi vite qu'on peut le faire, et aussi complètement qu'on peut le faire en 30 minutes, l'histoire du Grand Paris et ses objectifs, bien sûr. Le Grand Paris, c'est donc une vision globale pour l'amélioration de la région Île-de-France. L'idée de bâtir une ville qui soit plus dense, plus intense. C'est un projet qui a été initié en 2008 par le président Sarkozy, qui a été confirmé ensuite par François Hollande et ses premiers ministres. C'est donc un projet qui bénéficie d'un très fort consensus politique. Il s'agit en fait de bâtir une ville qui soit plus performante au plan économique, mais aussi plus inclusive socialement, pour des territoires qui soient plus équilibrés géographiquement et au plan urbain. C'est la 3e révolution urbaine de la région capitale. Vous avez connu dans les livres d'histoire Napoléon III et le baron Haussmann, qui ont fait le visage de Paris tel que vous le connaissez. Vous avez connu aussi, pour certains dans les livres d'histoire et pour d'autres en vrai, le général de Gaulle et le préfet Paul Delouvrier, à qui mission avait été confiée de mettre de l'ordre dans ce bordel. Ce bordel, c'était un aménagement de la région Île-de-France qui était un aménagement très éclaté, pas assez homogène, et qu'il fallait de toute évidence moderniser après finalement presque un siècle d'inaction. Paul Delouvrier avait notamment été à l'origine des villes nouvelles, qui ont été à l'époque déjà un très très grand chantier, et de la création des réseaux de RER, qui représentent donc 200 km de transport public, en plus des 214 km de métro dans le Paris historique que vous connaissez. Cette histoire a fait du Grand Paris une métropole de rang mondial, une métropole, moi que je dis souvent de classe mondiale, c'est-à-dire un champion de la création de valeur, de la création de richesse. On connaît Paris dans le monde entier pour des raisons historiques, culturelles, mais aussi parce que Paris est une ville incontournable au niveau du développement économique. Paris fait partie des 5 villes-mondes qui sont sur le globe. Alors, une ville-monde, c'est une métropole surpuissante d'un point de vue économique, mais qui puise ses racines dans une dimension historique assez profonde et qui rayonne d'un point de vue culturel. Il n'y a pas une définition tout à fait homogène de ce que c'est que la ville-monde. Pour autant, les 4 autres sont New York, Londres, Tokyo et Shanghai, ce qui vous donne une idée à peu près de nos concurrents principaux.
Paris, c'est une ville, enfin Paris, le Grand Paris, on va le considérer de Roissy à Orly jusqu'à Versailles pour avoir la zone urbaine dense, c'est 12 millions d'habitants, c'est 6 millions d'emplois, c'est 32% du PIB français, c'est 650 milliards d'euros annuels de PIB, c'est 850 000 entreprises et 150 000 chercheurs. Voilà, alors ça, c'est des chiffres. C'est juste pour dire qu'ici, il se passe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs, sauf dans certaines grandes métropoles mondiales. Nous avons, par exemple, un potentiel d'innovation supérieur à celui de Londres, puisque nous avons beaucoup plus de chercheurs présents dans le Grand Paris qu'à Londres. La concurrence est néanmoins féroce entre les villes mondiales. Et ce, depuis une vingtaine d'années, on voit émerger, se moderniser un certain nombre de grandes métropoles qui talonnent aujourd'hui les champions, dont Paris. Je vais vous donner un chiffre qui est peut-être le seul à devoir garder en tête. Un think tank américain a classé indistinctement qu'il s'agisse d'une entreprise pour le chiffre d'affaires, d'une ville, d'une aire urbaine ou d'un État, les 100 premiers PIB. Sur ces 100 premiers PIB, 42 sont des métropoles dans le monde. Sur ces 42 champions métropolitains du PIB, 5 Paris occupe la 5e place. Et le Grand Paris, c'est la 32e puissance économique mondiale. C'est ce qu'on appelle la métropolisation des économies. Les économies, aujourd'hui, ne sont plus tirées par les États, mais plutôt par des métropoles qui sont chacune des championnes. On pourrait revenir sur les causes, sur les mécanismes de cette métropolisation, c'est déjà un sujet en soi, ça ne nous appartient pas d'y revenir, mais vous pouvez vous intéresser à ce phénomène. Les villes progressent partout, les villes se modernisent partout, elles prennent de l'ampleur partout, et donc l'enjeu du Grand Paris, c'est de rester dans la course de la compétition mondiale. Et oui, parce qu'au début du XXIe siècle, le Grand Paris a souffert quand même d'un sous-investissement chronique en matière d'infrastructures et l'immobilisme nous a conduit de fait à perdre des places dans les classements internationaux. Voilà, de manière un peu imperceptible, mais enfin la capitale française a commencé à reculer. Parce que ce phénomène aussi de la métropolisation n'était pas bien abordé, on était aux prémices de sa compréhension. Il a fallu finalement la vision d'un côté du président Sarkozy et le travail de fond de Christian Blanc qui a accompagné les premières années de ce projet pour mettre le Grand Paris en mouvement et toutes ses forces vives avec, finalement, dans un consensus politique qui a été très important et qui aujourd'hui perdure encore. Alors, c'est ni gauche ni droite, c'est aussi nord et sud, est et ouest, c'est aussi parfois public et privé. On n'est pas sur des clivages traditionnels. Le sujet, c'était vraiment de dire qu'est-ce qu'on veut collectivement pour construire une métropole qui soit capable de tenir sa place, finalement, dans la compétition internationale. Alors, le Grand Paris, voilà, s'est mis en mouvement à partir de ce moment-là, grâce aussi aux travaux des architectes du Grand Paris qui ont répondu à la grande consultation internationale de 2009, que certains d'entre vous ont peut-être vu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et on peut dire que ces travaux ont aussi questionné les villes mondiales, nos concurrents, pour elles-mêmes se réformer. Donc, dès la création du Grand Paris, Paris a été, d'une certaine manière, pionnière dans le mode de faire une ville adaptée au XXIe siècle et aux enjeux d'environnement post-Kyoto, tels que d'ailleurs définis aussi dans les objectifs de la COP21 il y a un peu plus d'1 an. Nous arrivons au cœur du réacteur, c'est-à-dire l'ossature autour duquel cette grande mise en mouvement de l'Île-de-France doit se construire. Il est évident qu'il faut partir d'un point A pour arriver à destination. En matière de transformation urbaine, souvent, on a eu tendance à faire la ville et puis à adapter ensuite les réseaux. C'est la première fois, ou une des premières fois, que dans notre pays, on pense une armature de développement qui va elle-même ensuite organiser le développement territorial et urbain. Ce projet s'appelle le Grand Paris Express, il est devant vous, c'est le nouveau métro du Grand Paris, c'est 200 km de lignes supplémentaires, en plus des 400 existants, 200 RER, 200 métros, c'est 68 nouvelles gares, dont la très grande majorité sera interconnectée au réseau existant, notamment les métros et les RER. C'est donc 4 lignes nouvelles en rocade autour de Paris et 2 prolongements de lignes. Je
Je ne vous en fais pas la description complète, hein, vous l'avez devant vous. Et sur sociétédugrandparis.fr, pour celles et ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez voir si vous vivez dans un quartier de gare, quel sera le visage de votre gare, etc. Vous pourrez ensuite aller chercher ces informations. À la forme de ce réseau, vous l'avez compris, le but du Grand Paris, c'est de favoriser le développement radioconcentrique de la métropole pour en terminer avec le développement radial de la métropole. Radial, c'était les formes des réseaux de RER que vous connaissiez, qui emmenaient la ville toujours un petit peu plus loin parce qu'il fallait aller habiter dans des endroits moins chers notamment. Or, on peut concentrer la ville tout en préservant la mixité fonctionnelle et sociale de cette ville. Quelques chiffres pour vous parler du Grand Paris Express. Ce sera 2 à 3 millions, plutôt 3 d'ailleurs, de voyageurs par jour. Il sera entièrement automatique. Il va être situé entre 20 et 50 mètres de fond sous la surface du sol. Le métro parisien à la grosse louche, au plus profond, il est à une vingtaine, enfin 30 pour le Abbesse, mais enfin en moyenne, il est à 20 mètres. Donc vous voyez, ce sera un métro à très grande profondeur. Il sera automatique, donc je le disais, il sera aussi le métro le plus digital du monde, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en train d'essayer de le concevoir de manière à accueillir dans 10 ans des services que nous ne connaissons pas forcément aujourd'hui. Il y a 10 ans, on ne savait pas que l'iPhone jouerait un rôle, par exemple, comme il le joue aujourd'hui en termes de télécommande de services. Bon, aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'essayer d'imaginer ce que pourront être les services et les usages dans un réseau de transport demain et d'adapter au moins les espaces de manière à ce qu'ils puissent recevoir ces technologies dans le futur. Alors, évidemment, ce sera un métro avec du Wi-Fi, avec les technologies G. Alors, ce ne sera peut-être pas 5G, 6G, téléphonie mobile, etc. Et rien que la téléphonie mobile à 50 mètres de fond représente un défi technique très complexe qu'on n'est pas aujourd'hui tout à fait sûr de résoudre, mais dont on est certain que dans 10 ans, nous l'aurons résolu. Dernière petite indication comme ça pour crâner un peu sur le projet, c'est un métro qui est le premier à être construit aujourd'hui totalement avec la technologie BIM, c'est-à-dire par informatique. Y a pas alors on a construit déjà des immeubles en BIM, mais une infrastructure aussi immense, aussi énorme, construite de A à Z avec la technologie BIM, c'est une première, c'est une prouesse mondiale, qui d'ailleurs nous fera gagner beaucoup de temps après dans les phases d'exploitation et de maintenance du réseau notamment. Qui construit ce métro? C'est la Société du Grand Paris. Alors, il y a un gros problème dans le Grand Paris, c'est la multiplication des acteurs. Qui fait quoi? Qui est où? La région, le département, la mairie de Paris. J'aurais fait un sondage, je suis à peu près certain que personne n'aurait su me dire qui était un peu à l'origine de ce projet. Et vous auriez raison, puisque c'est à l'image du millefeuille territorial et institutionnel de notre région. Nous ne sommes pas la métropole du Grand Paris, nouvelle collectivité créée entre les départements et la région Île-de-France il y a à peu près 1 an. Cette collectivité a des prérogatives propres. Nous sommes une entreprise publique de l'État, chargée de concevoir et de réaliser le futur métro du Grand Paris. Voilà, nous sommes une société de projet dédiée à un projet. Nous avons un objet de travail, c'est de réussir ce défi que représente la construction d'un nouveau réseau de transport. Nous sommes 230 collaborateurs aujourd'hui à la Société du Grand Paris, chargés de coordonner les travaux de tous nos assistants à maîtrise d'ouvrage, maîtres d'œuvre, AMO, etc., pour que ce projet voie le jour. Notre conviction est la suivante, parce que dans le mode de faire, c'est aussi extrêmement important. Nous travaillons pour les gens, nous travaillons pour vous. Alors, ici, il n'y a pas que des habitants de l'Île-de-France. Nous travaillons pour les Franciliens, nous travaillons aussi pour les Français parce que Paris, c'est la capitale de tout le monde et chacun a vocation à y venir. Et quand on n'est pas sur une liaison domicile-travail, on peut être sur je vais au Stade de France pour voir un film, je vais pour voir un match, pardon, je vais à l'aéroport pour partir en week-end, je vais voir à Noël tante Yvonne qui vit à Clichy-Montfermeil et qu'on n'a pas vu depuis longtemps, etc. Donc chacun, finalement, en tant que Français, a besoin, d'une manière générale, de mieux se mouvoir en Île-de-France. Notre conviction est la suivante, c'est un peu le slogan de Gandhi qui a été repris par Nelson Mandela, si tu fais quelque chose pour moi, mais sans moi, alors tu le fais contre moi. Et tout à l'heure, Bernard, dans sa présentation, a évoqué les questions de rapport entre un maître d'ouvrage et la démocratie locale, c'est-à-dire les citoyens, les riverains, les commerçants, les élus. C'est notre obsession, c'est dans notre ADN, la co-construction, le dialogue au long cours avec les habitants, aujourd'hui, fait partie intégrante, enfin, depuis l'origine de la Société du Grand Paris, de notre mode de faire.
Ça a commencé avec le plus grand débat public jamais organisé en Europe, 20 000 participants, de septembre 2010 à janvier 2011, et ça a ensuite continué avec des dizaines de réunions de concertation, des milliers de participants, des centaines et des centaines de réunions de quartier avec les maires, avec les conseils municipaux, avec les commerçants. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui réussir un défi comme celui-là dans une des zones urbaines les plus denses du monde sans associer en permanence les populations. En tout cas, c'est notre exigence. Voilà. Le Grand Paris Express, en tant qu'acte 1, que chapitre 1 de la mise en mouvement de la région capitale vers une destination qui est la métropole soutenable et performante du XXIe siècle, va susciter trois grands types d'améliorations. D'abord, évidemment, c'est une meilleure vie individuelle. On va améliorer la qualité de vie des Franciliens qui, quand même, en ont un peu besoin. On le voit d'ailleurs dans tous les classements. Chacun aspire à mieux vivre en Île-de-France. On est économiquement on est plus riche globalement qu'en Île-de-France qu'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'on a de meilleures conditions de vie. Les transports sont souvent compliqués, la question environnementale est souvent compliquée, le logement est toujours compliqué. Donc le but aussi de tout ça, c'est de favoriser la vie quotidienne. Les liaisons de banlieue à banlieue rendues possibles par le Grand Paris Express vont faire économiser un temps considérable à toutes les personnes qui utiliseront le réseau sans maintenant transiter par le cœur de Paris. Je vous prends deux exemples. Vous êtes habitant de Clichy-Montfermeil, vous avez 23 ans, vous voulez aller à l'université, vous avez grand mal à en trouver une parce que vous êtes en fait extrêmement proche de la ville tout en étant éloigné de ses équipements. Il vous faut 1h30 aujourd'hui pour aller à Créteil, à l'université. Demain, il vous faudra 35 minutes. Autre exemple, vous êtes habitant de Dijon, vous arrivez à la gare de Lyon, vous voulez aller à l'aéroport d'Orly pour partir en week-end. Vous mettiez aujourd'hui entre 45 et 50 minutes, demain vous mettrez 25 minutes. C'est de ce type de gain en temps de parcours que le Grand Paris Express va susciter pour l'amélioration de la vie quotidienne des Français. Et des Franciliens, bien sûr. La vie quotidienne, c'est aussi le dialogue des territoires. Jusqu'à présent, un territoire dialogue avec Paris ou avec le territoire qui est derrière lui en radial. On va aussi maintenant favoriser le dialogue des territoires qui sont côte à côte. Un exemple concret, vous êtes habitant d'une commune X qui n'a pas de piscine, mais à côté, il y a une commune Y qui a une piscine, et vous avez un dojo et l'autre n'en a pas. Jusqu'à présent, vous alliez ou à la piscine dans Paris ou derrière, mais vous n'alliez pas sur le territoire d'à côté, parce que pour des raisons évidentes, il n'y avait pas de transport public. Demain, vous allez aller utiliser la piscine de votre voisin qui, en retour, pourra bénéficier de votre dojo. On a fait des études assez complètes sur les équipements sportifs. Le nombre d'équipements sportifs, on l'a publié la semaine dernière, sur les équipements de santé, sur les équipements culturels qui vont être mis en réseau par le Grand Paris Express. Et à chaque fois, ça se compte en centaines d'unités pour l'amélioration de la vie quotidienne en Île-de-France. Toutes ces études seront aussi publiques sur notre site internet à la Société du Grand Paris. Voilà, donc évidemment, la question architecturale, 68 nouvelles gares, c'est 68 nouveaux équipements publics à haute valeur ajoutée, c'est 68 objets architecturaux bienveillants et plutôt beaux. On a le droit d'avoir de la beauté, y compris quand on n'est pas dans Paris, c'est notre objectif, c'est-à-dire des gares qui ont à la fois un air de famille et qui, en même temps, ont une spécificité locale pour ne pas être complètement hors sol sur leur territoire. Voilà comment on travaille avec les 37 équipes d'architectes qui conçoivent aujourd'hui les gares du Grand Paris Express et les sites industriels. Ils seront au nombre de 7 pour faire fonctionner ce réseau. Autour de ces gares, vous aurez des places, les 68 places du Grand Paris, que là encore nous travaillons avec les uns et les autres, tous les partenaires locaux, évidemment les maires, la RATP, le STIF, enfin tous les partenaires à chaque fois sont les mêmes et ils sont nombreux, pour qu'on réussisse l'intermodalité du XXIe siècle. Ce n'est pas le tout de faire des gares, il faut encore qu'on puisse y venir dans des conditions pratiques, à pied, en vélo, que tout le monde se sente en sécurité, travailler les questions de la lumière, de la mobilité douce, travailler l'accès de nos gares avec de nouveaux équipements comme les vélos électriques, donc favoriser les mobilités électriques et numériques, et puis réfléchir aussi à un nouvel objet qui dans 10 ans, et ça va venir très très vite, va prendre beaucoup de place dans nos vies quotidiennes, ce sont les véhicules autonomes, et donc les déposes minutes, etc. Donc tout ça, nous y travaillons aussi. Et puis, j'aurais dû même commencer par là en parlant des gares. Il n'est évidemment pas question de faire des gares, d'ailleurs on les appelle gares et pas stations. Une station, c'est une espèce de lieu de passage de transport qu'on connaît dans le métro parisien, il n'y a pas grand-chose dedans. La gare, nous voulons la concevoir comme aussi un équipement public à haute valeur ajoutée, porteur de services et de commerce pour les voyageurs et aussi pour les habitants du quartier. En fait, chaque gare peut être le point de départ d'une nouvelle urbanité en Île-de-France.
La deuxième grande amélioration que va susciter le Grand Paris Express, c'est le meilleur fonctionnement des territoires. Alors j'ai commencé à le dire un petit peu tout à l'heure en parlant de Clichy-Montfermeil. Le tout dans une ville n'est pas d'avoir accès à tout en bas de chez soi. On n'a pas besoin d'une piscine, d'un hôpital, etc. C'est d'avoir accès le plus vite possible à l'ensemble des équipements qui font la vie dans la ville. Les lignes 15 Est et 16 du Grand Paris Express sont à ce titre des lignes fondamentales puisqu'elles apportent aujourd'hui des mobilités à des gens qui n'en ont pas du tout. Donc désenclaver des territoires qui sont aujourd'hui mal ou pas du tout desservis, c'est absolument fondamental. On ne peut pas, et c'est notre conviction, demander à des citoyens d'être pleinement citoyens d'une métropole dès lors qu'ils vivent dans la ville mais sont éloignés de toutes leurs aménités. Le Grand Paris Express, avec ces nouvelles mobilités, va susciter aussi de nouveaux accès pour des populations qui sont aujourd'hui partie prenante d'une ville qui souvent bien les rejette, plus qu'elle ne les inclut dans son système de mobilité. Alors, je le citais tout à l'heure, c'est l'étudiant de Clichy qui veut aller à Créteil, qui va pouvoir le faire et dans des conditions acceptables. C'est aussi, par exemple, le chômeur qui est cantonné souvent à un bassin de vie ou d'emploi, voilà, et qui demain va pouvoir accéder beaucoup plus facilement à de nouveaux bassins d'emploi. Je prends par exemple l'exemple de Roissy, 80 000 emplois aujourd'hui non pourvus dans cet énorme bassin d'emploi, mais qui peut aujourd'hui aller à Roissy sans le permis de conduire, sans un véhicule qui fonctionne? Personne. La ligne 17 Nord, à cet effet, qui rejoindra Pleyel à Roissy, sera très utile pour les salariés notamment. C'est aussi un malade qui, par exemple, souffre d'un cancer à Issy-les-Moulineaux, qui doit aller se soigner à l'Institut Gustave-Roussy de Villejuif, qui met aujourd'hui plus d'une heure pour accéder à ses soins et qui demain mettra 15 minutes de Issy-les-Moulineaux à Villejuif. Et pourtant, si vous regardez une carte, c'est pas bien loin, pour aller accéder à ses soins et à ses traitements, ou aux familles pour accéder aux personnes qui sont hospitalisées. C'est aussi une grande entreprise qui, à la Défense, va arrêter de considérer le facteur de transport comme un facteur de discrimination parce que le RER B, c'est toujours en retard, c'est jamais fiable, etc. On le sait, les modes de transport sont des facteurs de discrimination aujourd'hui. Ceci doit s'arrêter, va s'arrêter avec le Grand Paris Express, en tant que d'abord il sera un métro automatique et qu'il aura ensuite, il élargira la zone de chalandise RH, y compris des grandes entreprises qui accéderont à des viviers de salariés nouveaux. Bon, je vais très très vite hein, parce que le temps me compte. Vous l'avez compris, le Grand Paris, d'un point de vue territorial, vous prenez Notre-Dame, vous allez jusqu'à l'A86, Roissy, Orly, et vous avez la zone de reconquête, et notamment les territoires post-industriels de la petite couronne, où l'enjeu, c'est bien de les réinvestir, de les reconquérir, de les réurbaniser, d'intensifier la ville sur des friches aujourd'hui qui ne manquent pas. Hein. Il y a beaucoup à faire pour limiter l'étalement urbain. Je le redis jamais assez, le marqueur du Grand Paris, si on doit retenir un seul marqueur, c'est l'effacement des frontières physiques ou symboliques de Paris et de sa banlieue, comme jadis Paris a absorbé ses faubourgs. C'est fondamental. Le grand intérêt que je vois dans ce que je viens de dire là par rapport au mot banlieue, c'est que déjà, on dit moins banlieue. Le Paris n'est pas encore gagné, mais on parle de Paris, on parle de territoire, on parle d'EPT avec la métropole, les établissements publics territoriaux, on parle moins de banlieue. Et ça, c'est déjà un premier pas vers un acte du Grand Paris qui est finalement l'identité, le sentiment d'appartenance à la même métropole. Je le disais, le Grand Paris, c'est intensifier la ville, c'est limiter l'étalement urbain. L'étalement urbain coûte cher. Il coûte cher sur deux sujets. En matière d'équipement public, il faut toujours aller faire des équipements plus loin, et en matière de respect de l'environnement. Une ville qui s'étale, c'est une ville qui est beaucoup plus consommatrice en énergie. C'est aussi pour ça que le Grand Paris visait à refaire la ville là où elle existe déjà. On n'a jamais aussi bien construit de la ville que là où la ville existe déjà. Un champ n'est pas une bonne manière de faire de la ville. Et je vais vous donner un exemple précis de densité. L'endroit du monde quasiment où la ville est la plus dense, c'est Palais Royal, Opéra. Bon, je n'ai pas le sentiment que ce soit si affreux que ça de vivre entre l'Opéra et le Palais Royal. La densité n'est pas synonyme de mauvaise qualité de vie, la densité est simplement synonyme d'optimisation de la ville.
Enfin, la troisième grande amélioration, c'est la performance économique, parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment et que je ne vais pas reciter, une métropole qui fonctionne mieux, qui transporte mieux, qui est plus équitable, qui permet de construire plus de logements dans les quartiers de gare du Grand Paris Express, mais pas que, c'est une ville qui est plus performante d'un point de vue économique. 68 gares, prenez un diamètre de 800 mètres autour de chaque gare, ça fait 140 km². 800 mètres, c'est un quart d'heure à pied. Vous avez là l'impact maximum des gares du Grand Paris Express, 140 km². Ça ne vous parle pas. Alors Paris, ça vous parle, 105 km². Vous avez dans les 68 gares du Grand Paris Express, dans les quartiers de gare, un potentiel de réécriture de la ville, sans faire table rase, mais en essayant d'optimiser la ville, 1,5 fois supérieur à la seule surface de Paris intramuros. Voilà, vous avez là aussi une traduction du potentiel économique de la région capitale. Tout ça, ce n'est pas des mots, tout ça, c'est déjà une réalité. Nous y travaillons depuis la création de la Société du Grand Paris en 2010-2011. Évidemment, vous le savez, pour tous les porteurs de projets, dans un très grand projet, le papier est beaucoup plus lourd que le béton. Conduire les études, les enquêtes publiques, les déclarations d'utilité publique, c'est finalement un chemin de croix bien plus lourd que de construire, de faire sortir les parpaings, etc. Alors nous, on a une complexité, c'est qu'un tunnelier, il est insensible à toutes les injonctions extérieures. C'est-à-dire qu'on aura beau être un grand élu très important qui dira « je veux que vous alliez plus vite », un tunnelier, c'est 20 mètres par jour. Voilà. Donc, on peut pas même si on s'y mettait tous, même en poussant les tunneliers, on ne gagnerait pas du temps. Il faut du temps pour construire un projet comme le Grand Paris Express. Les premières mises en service interviendront 2022-2023 et s'échelonneront jusqu'en 2030 pour le réseau. Voilà. Donc, aujourd'hui, la Société du Grand Paris fait travailler à peu près 5000 personnes, 2500 concepteurs, ingénieurs et architectes, et 2500 constructeurs pour les premiers chantiers. Aujourd'hui, nous avons une demi-douzaine de chantiers actifs. À la fin de cette année, 45. Et dans 18 mois, 250 chantiers de travaux publics seront actifs sur toute la région Île-de-France, sur le tracé de notre réseau. Ça représente, je le disais tout à l'heure, un investissement de près de 30 milliards d'euros à la louche, qui va être financé sur le modèle du métro historique, c'est-à-dire sur le très long terme, financé par de la fiscalité francilienne. Ce n'est pas le budget de l'État, ce n'est pas les régions de France qui payent le projet de Paris, c'est l'Île-de-France qui paye son métro et qui pourtant, et je le dirai juste après, aura un impact positif sur bien plus largement que sur la seule région capitale. Pour un exemple, le métro a commencé en 1900, il a été fini de payer en 1973. Et nous avons un modèle de financement qui est fondé sur le même modèle, c'est-à-dire des emprunts à très long terme sur des marchés qui nous font confiance. Nous avons la meilleure notation possible par l'agence Moody's. Et le but, c'est que 40 ans après la fin des mises en service, les emprunts soient remboursés, avec les 500 millions d'euros de fiscalité que nous recevons annuellement et les 200 millions de redevances d'exploitation et commerciale. En gros, 700 millions d'euros par an nous serviront à payer pendant une quarantaine d'années après la mise en service les emprunts que nous aurons contractés pour faire le Grand Paris Express. Donc on est vraiment très très mobilisés. Les chiffres, je ne les rappelle pas, ils sont devant vous. Là, vous avez vu sûrement dans la presse, nous venons d'attribuer 3,5 milliards d'euros aux majors du BTP pour construire ce réseau, qui elles-mêmes ensuite vont recourir à tous les sous-traitants, ce qui va avoir un impact évidemment considérable pour l'économie. 15 000 emplois directs par an vont être mobilisés pour réaliser le Grand Paris Express et ses matériels roulants. Les matériels roulants ne sont pas forcément construits en Île-de-France. On a déjà là la traduction d'un type d'emploi qui va être favorisé par les commandes de l'Île-de-France au bénéfice, par exemple, des sites qui sont situés dans toutes les régions françaises. Alors voilà, au-delà de la métropole, le Grand Paris Express va avoir un effet d'entraînement national parce que le Grand Paris est déjà, comme je le disais tout à l'heure, le premier moteur de l'économie française. 32% du PIB français est produit ici. Nous n'en consommons en Île-de-France que 24%, ce qui signifie que le solde est redistribué aux autres régions françaises par des mécanismes à la fois de redistribution, de péréquation. Donc, quand Paris va bien, la France ne va pas moins bien. Il y a cette espèce de conflit depuis une soixantaine d'années. La démonstration est évidente, ça marche pour les autres pays du monde. Soutenir Paris n'est pas déshabiller les autres régions de France. D'ailleurs, les premiers soutiens du projet du Grand Paris furent
Martine Aubry et Gérard Collomb, les maires de Lille et de Lyon, qui avaient bien compris que Paris n'est pas en compétition avec Lyon. Si un investisseur international hésite, il hésite entre New York ou Paris. Paris ou Moscou. Moscou ou Shanghai, mais pas entre Bordeaux, Lyon, Paris ou New York. À quelques exceptions près, pour des raisons parfois qui tiennent à la qualité de vie. Voilà. Mais les concurrents de Paris, la Ligue des Champions, ce n'est pas les métropoles de second rang, comme Milan, comme Lyon, par exemple, qui elles-mêmes ont un autre tissu économique qui leur est propre. Les mises en service du Grand Paris Express vont générer deux grands bénéfices, 100 milliards d'euros de valeur supplémentaire par rapport au train naturel de la région Île-de-France, qui en produit déjà 650, et 115 000 emplois de plus par les mises en service du Grand Paris Express. Alors, en plus, nos économistes sont au nombre de 12. Ils sont académiquement indépendants, ils sont mondialement reconnus comme des experts de l'économie des transports, et nous prenons les tranches basses. Les tranches hautes des estimations que nous connaissons aujourd'hui, c'est plutôt 350 000 emplois directs liés à la mise en service du Grand Paris Express. On a toujours, nous, souhaité parler de la tranche la plus basse pour être le plus raisonnable possible et pour pas déjà, souvent j'entends à coup de milliards, voilà, donc il y a un sujet de crédibilité. On essaye d'être au plus juste, mais pour vous donner aussi l'idée du potentiel d'opportunité que le Grand Paris Express, en tant qu'ossature du développement de la région capitale, va rendre possible. Voilà, alors écoutez, il faut que je conclue. C'est pas simple parce que j'ai encore 1000 choses à vous dire qui pourraient être extrêmement intéressantes, mais il y a un climat là en ce moment un petit peu. J'aurais peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ce climat, mais enfin, on a souvent, vous avez vu, vous prenez la carte de France et puis cette carte de France, elle est très coupée en deux. Il y a des territoires d'un côté qu'on dit périphériques, puis de l'autre côté, il y a les bienheureux bénéficiaires de la mondialisation joyeuse. Je ne crois pas que les choses puissent se résumer à cette dichotomie qui est finalement extrêmement simpliste. Le but, ce n'est pas d'ailleurs de prendre parti. Le but, c'est d'expliquer en gros que si on ne fait pas le Grand Paris, c'est la France entière qui va décrocher irrémédiablement dans les classements, dans les chiffres de la croissance et dans la compétition internationale. Faire le Grand Paris, ce n'est pas une option. C'est essayer de rester un champion. La manière ensuite dont on traite la question de l'aménagement des territoires ruraux, périurbains, les banlieues, c'est une autre problématique. Mais ça ne doit pas être opposé. Et puis il y a quand même un sentiment un peu de fierté. Tout à l'heure, Bernard le rappelait, plus grand projet d'infrastructure du monde occidental tel que nous le connaissons. De toute façon, vous êtes en Chine, à chaque fois, c'est le truc le plus grand. Ils sont 1,5 milliard. Donc, dès qu'une boîte est leader en Chine, elle est leader mondial. Ils ont 3 grands projets qui sont devant nous. Et ensuite, nous sommes le plus grand projet d'infrastructure du monde. C'est aussi un élément de fierté. C'est aussi un élément où nous sommes heureux aussi d'apporter notre contribution à la modernisation du pays. Et puis, Roland Castro a souvent cette phrase qui me sert de conclusion, et ce sera encore le cas aujourd'hui, « Soyons heureux parce qu'avec le Grand Paris, Paris est de retour dans le monde ». Je rêve d'une ville qui m'ouvre de nouveaux horizons. D'une ville qui repousse ses limites. Pour moi, une ville de rêve, c'est une ville qui me transporte. Je rêve d'une ville qui raconte notre histoire et qui imagine l'avenir.
Je rêve d'une ville qui me recentre sur l'essentiel. Une ville où je gagne la course contre le temps. Moi, j'ai besoin d'une ville connectée, où les espaces sont redéfinis. Je rêve d'une métropole qui entreprend, à la pointe de l'innovation. Je rêve d'une ville pour apprendre. Je veux avoir accès à la connaissance, à la lumière des plus grands penseurs. Je veux sortir, partager, découvrir. La ville que j'imagine, c'est celle qui se construit chaque jour, pour nous. Je rêve d'une ville qui me révèle. Une ville qui repousse mes limites. Une ville qui rayonne dans le monde. Je rêve d'une ville pour se rencontrer. Une ville pour me dépasser. Une ville qui me donne ma chance. Une métropole où le temps joue dans notre camp. Une ville pour transmettre. Une ville pour inventer. Une ville pour créer. Une ville pour être ensemble. Je rêve d'une ville, une ville pour grandir. Une ville pour grandir. Merci. Merci Thomas Hans pour cette intervention express, pour le Grand Paris Express. Vous voyez, il y avait énormément de choses à dire, donc je pense que ça vous a intéressé. Tout notre territoire est concerné. Vous avez...